Bonjour à tous, vous nous entendez correctement? Bon, je pense que peut-être que d'autres sont encore amenés à entrer dans la salle, mais comme il est 10 heures et que je crois qu'il faut quand même respecter le timing de chacun pour que vous puissiez voir les autres conférences et puis avoir le temps d'échanger également avec les magistrats ou les auditeurs de justice qui sont présents dans l'école. On va commencer. Donc je suis ravie, nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux, intéressés par un futur peut-être dans la magistrature, en tout cas de venir y prendre les informations qui sont nécessaires. Pour ma part, je me présente, je suis pas en robe, mais finalement c'est aussi comme ça que vous verrez, c'est aussi l'identité de la magistrature, c'est-à-dire que les magistrats portent les robes, et en particulier en audience, mais dans des audiences qui sont pas publiques, ne les portent pas forcément. Donc il y a les magistrats qui sont enrobés et ceux qui ne le sont pas selon leur moment de la journée et les fonctions qu'ils exercent. Donc je suis Mélanie Bouissou, je suis pour ma part magistrate. Je suis actuellement en détachement à l'École nationale de la magistrature. Ça veut dire que je n'exerce pas actuellement de fonction juridictionnelle. Je ne juge plus. Depuis quelques années désormais, depuis 2 ans et demi. Je travaille pour l'école en tant que personnel formateur pédagogique de l'école. Et en l'occurrence, je travaille au sein de la Cour d'appel de Lyon pour accompagner, évaluer l'ensemble des stagiaires magistrats pour les former tout au long de leur passage en juridiction une fois qu'ils ont fait l'école et qu'ils apprennent à devenir magistrats. Et j'évalue in fine, à la fin de leur parcours, leur capacité, leur aptitude à devenir magistrat. Et puis par ailleurs, j'exerce également des fonctions de magistrate déléguée à la formation, ce qui fait que sur le ressort de la cour d'appel sur laquelle j'exerce, j'organise et je mets en œuvre la formation continue des magistrats qui sont en poste sur la cour d'appel de Lyon, en lien bien évidemment avec l'École nationale de la magistrature qui est ici, siège à Paris de la formation continue des magistrats. Voilà, je vous laisse vous présenter, Maxime. Alors, Maxime Martelly, je suis un heureux auditeur de la promotion 2024. Nous étions avant la promotion historique, on s'est fait dépasser cette année et peut-être que la promotion 2026 dépassera la promotion 2025, c'est ce que j'espère. Comme vous le voyez, donc, je suis auditeur de justice, donc oui, j'ai une robe, mais j'ai pas la petite épitoche, le petit truc avec la patte de lapin. Alors, je l'ai acheté, mais je pourrais le porter que si tout se passe bien, parce qu'actuellement, je suis en stage et donc je serai évalué d'ailleurs lundi. Donc, croisez les doigts pour moi. Par une de mes collègues. Voilà, allumer des cierges. Normalement, ça va bien se passer, mais je suis pas avare de chance, en fait. Et je suis ravi d'être ici. C'est la deuxième fois que je fais cette conférence. Je suis toujours un peu stressé, mais c'est toujours un plaisir parce que la formation, elle est géniale. Et donc, c'est génial de parler de cette formation. Et peut-être, Maxime, juste avant qu'on rentre dans le détail de ce qui nous intéresse ici pour la formation, puisque vous êtes venu pour qu'on vous parle de la formation initiale, peut-être que vous pouvez rappeler votre parcours et du coup, par quelle intégration vous avez pu rentrer dans la magistrature, puisque c'est quand même intéressant aussi de voir qu'il n'y a pas que des concours étudiants. Alors, s'agissant de mon parcours, j'ai fait des études de droit, mais j'ai fait une licence d'abord à Lille, ensuite j'ai fait un master 1 à Paris 1, ensuite j'ai fait un master 2 à Paris 11. J'ai passé le concours une première fois, je ne l'ai pas eu. Ensuite, j'ai été assistant de justice, j'ai passé le concours une deuxième fois, je ne l'ai pas eu. J'ai passé le concours de greffier, je l'ai eu, et j'ai repassé le concours de magistrat en même temps, je ne l'ai pas eu. Donc je suis devenu du coup greffier placé à la cour d'appel de Versailles pendant 5 ans. J'ai repassé le second concours en 2023, je ne l'ai pas eu. Néanmoins, toutefois, pendant que je passais mon concours, j'ai également passé ce qu'on appelle maintenant, ce qui a disparu, qui est remplacé par le concours professionnel, mais qui s'appelait à l'époque le 18 ans. Donc j'ai passé des entretiens, et ça, oui, je l'ai eu. Donc j'ai eu le NM à l'usure, et c'est ce qui compte. Voilà. Et c'est d'ailleurs super parce que finalement, chaque fois que j'ai un moment de doute, je me dis, non mais j'ai quand même tellement bossé pour y parler là, donc franchement, c'est rien. C'est juste une journée, c'est juste une petite journée par rapport à toutes les journées magnifiques que j'ai eues à l'ENM, donc ça remotive. Vraiment, ça remotive. Et lors de ma formation, j'ai toujours ce regard de me dire, ah, c'est comme ça que je faisais quand j'étais greffier. Ouais, c'est intéressant, mais en fait,
maintenant que je suis magistrat, en fait, ça m'embête un peu, donc je préfère qu'on me le dise que ça m'embête. Et du coup, j'ai de meilleurs contacts, je trouve, avec les greffiers, parce que comme je sais ce qu'ils font, je dis, ouais, là, vous allez faire ça, oui. Et je faisais la même chose à la fois. Et c'est génial parce que pendant le stage, c'est des moments assez stressants, ça me permet du coup de me dire, ok, ça au moins je le sais. Il y a des choses que je ne sais pas, mais ça au moins je le sais. Toujours bien d'avoir du coup une expérience en plus. Donc ça nous fait une petite introduction pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas, même si je vois des profils très jeunes dans la salle, mais en tout cas, il n'y a pas que des étudiants qui passent le premier concours. Il y a aussi des reconversions professionnelles. Et effectivement, l'École nationale de la magistrature, aujourd'hui, avec notamment la réforme actuelle des voies d'accès professionnel, mais c'était déjà en marche depuis de nombreuses années, ouvre sa formation et donc l'institution à des profils extrêmement larges, allant donc des étudiants qui viennent soit majoritairement de la fac de droit et également des instituts d'études politiques, mais également à d'anciens greffiers, d'anciens avocats, d'anciens policiers, d'anciens commissaires de justice, etc., etc. Donc les promotions sont de plus en plus hétérogènes d'un point de vue à la fois des origines sociales des uns et des autres, mais également des origines selon s'ils viennent d'un milieu étudiant ou d'un milieu professionnel, ce qui ne fait qu'enrichir la culture de notre institution par le biais de ces échanges mutuels. Alors, on est quand même là pour vous parler de la formation initiale. Donc, le but de cette conférence, c'est de vous expliquer, donc on a déjà un petit peu parlé de ces modes de recrutement, mais c'est effectivement que vous ayez une idée de qu'est-ce qui se passe une fois que le concours est réussi. Donc on a parlé des différents modes de recrutement. Une fois qu'on rentre à l'École nationale de la magistrature, nous sommes formés à devenir magistrats. Nous ne sommes pas formés à devenir juge des enfants ou procureur de la République. Nous sommes formés à devenir juge non spécialisé, donc notamment juge aux affaires familiales, juge pénal, donc en audience correctionnelle, mais également juge des enfants, juge d'instruction, juge d'application des peines, juge des contentieux de la protection, c'est ce qu'on appelait il y a encore quelques années les juges d'instance, les très anciens juges de paix, et puis également donc les fonctions de substitut du procureur. Donc ce qui est important, c'est qu'à l'issue de ce processus qui dure 31 mois, c'est une formation qui est extrêmement longue, en alternance, nous le verrons, entre des périodes de stage et des périodes d'études. À l'issue de cette formation, les formateurs statuent sur la question de savoir si l'auditeur de justice est apte à devenir magistrat. Et magistrat, donc, pour exercer toutes ces fonctions. Je ne les détaille pas forcément parce que nous souhaitons quand même laisser la place à vos questions. Je pense que c'est sûrement ça qui vous intéresse aussi, et que surtout, il y a ensuite une conférence offerte de ma part à partir de 11h sur justement l'explication de ces différentes fonctions. Donc je disais une alternance de périodes d'études et de périodes de stage sur donc cette période de formation qui dure 31 mois. Avec une pédagogie que l'on dit active, c'est-à-dire que l'apprenant, à savoir l'auditeur de justice, est au cœur de sa formation, avec une approche de formation qui est très professionnelle. L'École nationale de la magistrature est une école d'application. On n'est plus à la fac en train d'apprendre la théorie sur telle ou telle procédure, sur tel ou tel contentieux. Nous sommes au sein d'une école qui nous forme à appliquer le droit ou la procédure à une fonction en particulier. Et comme je le disais, et finalement c'est un peu ce que les fonctions que j'exerce aujourd'hui incarnent, c'est qu'il y a donc un suivi de l'auditeur de justice dès son entrée à l'École nationale de la magistrature jusqu'à la fin. Suivi qui, lorsque les auditeurs de justice sont à l'école à Bordeaux, est assuré par les coordonnateurs de formation, donc qu'on appelle des CDF. Il y a un certain nombre de coordonnateurs de formation pour chaque fonction et qui vont évaluer
au fur et à mesure de la période de formation à l'école, les capacités des auditeurs de justice, du coup, à progresser et à atteindre les objectifs qui sont attendus et les compétences qui sont attendues d'un magistrat. Mais ça va être ce qu'on en appelle une pédagogie et en tout cas une évaluation qui est formative, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une évaluation notée, on est dans un système qui veut que, là encore, l'auditeur de justice soit au cœur de sa formation et en apprenant au fur et à mesure, parce que par définition, on ne devient pas magistrat en quelques jours, ce qui est évalué, en fait, c'est la capacité de progression à intégrer petit à petit, parfois très rapidement. Parfois, il y a des auditeurs de justice exceptionnels qui, dès les premières semaines, ont déjà intégré la quasi-totalité des compétences attendues d'un magistrat. Et puis, parfois, il faut plus de temps. Mais l'idée, c'est qu'à l'issue de ce processus, on soit apte à devenir magistrat. Et donc ensuite, cette évaluation, elle se poursuit en stage juridictionnel par justement les coordonnateurs régionaux de formation, donc les fonctions que j'exerce actuellement. Typiquement, à Lyon, j'ai sur l'ensemble de la cour d'appel que je suis, j'ai une vingtaine d'auditeurs de justice que je suis et que je vais évaluer. Cette fois, je vais mettre une note parce qu'il faut bien aussi avoir des éléments chiffrés, notamment pour, à la fin du processus, classer les auditeurs pour leur rendre sortie et le choix des postes. Mais du coup, je vais les évaluer à l'occasion des audiences correctionnelles, des audiences de juges d'affaires familiales, des réquisitions du procureur de la République. Je vais les voir sur place pour voir ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont réussi à assimiler et où ils en sont dans leur parcours. Et du coup, je prends à un moment donné une photographie de cette progression, de ce niveau, qui permet effectivement, in fine, de discriminer, entre guillemets, pour pouvoir avoir une note et pouvoir choisir les postes à la fin du processus. Mais ce n'est pas que ça. Je suis très attentive en lien avec ce qu'on appelle les directeurs de centre de stage, qui sont des magistrats qui travaillent au sein de chaque juridiction et qui sont chargés d'organiser, d'accompagner, de suivre, d'encourager, le cas échéant, les auditeurs de justice qui sont en stage dans leur juridiction. Voilà, j'ai déjà été trop longue. Je vous laisse peut-être, Maxime, décrire un petit peu cette phase et cette alternance. Alors, du coup, moi, je vais prendre mon cas personnel. Je suis rentré à l'école en février 2024. Donc, vous avez la première étape. Donc, c'est les premières semaines qui sont vraiment magiques. Il y a la prestation de serment, il y a le fait qu'après tant d'efforts, on est enfin récompensé, on est entouré de gens qui sont tous bienveillants, on se dit, et on a quand même réussi. Après, vous avez un stage, le stage avocat, de 3 mois. C'est un stage que j'ai trouvé particulièrement intéressant. J'avais fait 2 mois de stage quand j'étais en licence, et là, j'avais vraiment le sentiment déjà, je comprenais beaucoup plus les dossiers, mais je voyais les choses d'une autre façon. L'importance de l'avocat, l'importance de ce dialogue, parce que finalement, il n'y a pas que des avocats qui détestent les magistrats, il y a surtout un grand dialogue sur j'ai vu tel dossier, j'ai vu telle difficulté, monsieur le juge, je préférerais vous en informer. Ou par exemple sur les renvois, parce que nous, on était aux avocats, on avait beaucoup de renvois, d'expliquer, de trouver pourquoi et de trouver des solutions. Après, on arrive sur la grande période d'études, donc de 10 mois, où on est évalué par les coordonnateurs de formation. Et cette période, elle est juste incroyable. Alors, on va la développer juste après. Mais dans l'idée, on a énormément de conférences, de cours dans des domaines extrêmement différents. C'est une formation qui est très complète, qui est très pratique. Donc, on apprend justement comment on fait un entretien, quelles sont les questions ouvertes et fermées, comment on arrive à atteindre des objectifs, comment on rédige une commission rogatoire quand on est juge d'instruction, par exemple. Donc, c'est vraiment du concret au concret. Et donc, quand on arrive ensuite à la période de stage, on est littéralement, on a les gants, on est prêt à en découdre. Bon, on arrive aussi en stage, on est un peu stressé. Et c'est là qu'on va confronter tout ce qu'on a appris à l'école avec qu'est-ce qui se passe en juridiction, parce que certes à l'école on avait de vrais dossiers qui sont passés, là on est sur des dossiers actuels, on voit nos maîtres de stage, comment eux ils font, et c'est là qu'en fait on essaye. Ça marche mieux. Ça pour moi ça marche mieux. Ça pour moi ça marche pas trop bien. C'est pas que je suis mauvais là-dessus, c'est que pour moi ça marche pas trop bien en tout cas. Après la période de stage, on arrive aux périodes des choix de poste, période éminemment évidemment compliquée, mais éminemment, c'est vraiment le moment où on se dit on a toutes les possibilités ouvertes, on a été formé sur tout, donc on a un choix sur tout finalement. C'est un choix qui va nous engager pour 3 ans, mais c'est juste le début.
Après ce choix de poste, on a une formation qui est théorique, enfin théorique que non, vous l'avez bien compris, c'est une école d'application, donc c'est surtout les tips. Donc on a choisi par exemple juste d'instruction, on a tous les tips pour avancer, tous les tips pour organiser son cabinet, tous les tips pour par exemple faire en sorte de mieux gérer les détentions. Et ça arrive après le stage, ça arrive après la formation générale, donc vraiment quand on arrive ensuite dans la dernière période de stage PPF, de stage de préparation à la première fonction, dites-vous qu'on est prêt. On est littéralement prêt, mais on a encore ce stage de première fonction pour être d'autant plus prêt pour prendre le premier poste. Ou quand on prend le premier poste, certes, on peut être stressé, mais on a eu ces 31 mois de formation, cette préparation lors du stage juridictionnel, cette repréparation à l'école et cette dernière préparation au stage de préparation, on est évalué. Et donc, quand on est apte, c'est qu'on est apte. On est apte sur notre poste, on est apte à prendre tous les postes plus tard. C'est pour ça que c'est une formation qui est extrêmement exigeante, mais surtout extrêmement qualifiante. Et concrètement, donc Maxime, vous êtes rentré à l'école en février 2024 et vous prendrez votre poste en septembre 2026. Voilà. Donc, vous voyez, ça permet de se rendre compte. Alors, une petite précision quand même qui n'est pas inutile. Dès lors que vous intégrez l'École nationale de la magistrature, vous devenez auditeur de justice avec un statut donc d'auditeur de justice qui est bien évidemment rémunéré. Hein, dès que vous rentrez dans l'école, vous êtes rémunéré avec un salaire qui est plutôt très correct. Pour d'ailleurs ceux qui sont anciens professionnels, n'ayez crainte, il y a des indemnités pour compenser si jamais il y avait une perte de salaire. Si jamais il y avait une perte de salaire et que vous êtes ancien professionnel, il y a des indemnités pour compenser ça. Je gagne mieux que ce que je gagnais quand j'étais greffier. Je tiens à le préciser pour s'il y a des greffiers dans la salle. Si vous étiez dans la finance, c'est pas sûr que vous aurez une indemnité qui compensera. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À quoi formons-nous ? Donc, ce que je vous disais en introduction, c'est que nous formons au métier de magistrat dans les différentes fonctions et par l'acquisition des compétences fondamentales attendues dans chacune de ces fonctions-là. La lecture de cet article est intéressante parce que ça permet un petit peu de voir finalement ce que l'on attend précisément des compétences fondamentales d'un magistrat, permettant une prise de décision conforme à la loi, puisque évidemment le métier de magistrat, c'est un métier où éminemment le cœur du métier, c'est de décider, c'est de trancher en présence d'intérêts distincts, que ce soit au pénal ou en matière civile. Conforme à la loi, évidemment, puisque nous sommes dans un état de droit et que les magistrats sont là pour appliquer la loi, et adapté à son contexte. C'est-à-dire qu'on n'applique pas la loi in abstracto, on l'applique en fonction des éléments de personnalité, des éléments de fait que nous avons au dossier. Raison pour laquelle, si on parle par exemple d'infraction pénale, deux personnes différentes poursuivies pour des faits exactement identiques, en tout cas similaires, n'auront pas la même peine parce que par définition, ce sont des personnes qui sont différentes, qui ont des capacités d'insertion, de réflexion, etc., qui sont différentes et qui font que nous prenons une décision en fonction de ces singularités-là. Respectueuse de l'individu, bien évidemment, on y reviendra tout à l'heure dans le référentiel de compétences, c'est tout ce qui relève du savoir-être attendu d'un magistrat, c'est-à-dire qu'un magistrat, bien sûr, il incarne une autorité, mais cette autorité, elle est issue de ses fonctions, elle est issue de ce pouvoir justement de décision, mais il doit nécessairement se faire dans le respect des individus et dans le respect de l'intégrité de chacun. Des règles déontologiques, bien évidemment, ça s'inscrit là aussi dans ce savoir-être professionnel. Nous le verrons aussi tout à l'heure, il existe de nombreux enseignements à l'école où l'on apprend à intégrer, si elle n'est pas tout à fait naturelle, mais quand même généralement c'est quelque chose qui doit être, j'allais dire plutôt naturellement intégré, mais les principes éthiques et déontologiques du magistrat, liés notamment au fait que, pour dire des choses très très simplement, si on connaît une partie,
on se déporte, on ne va pas juger quelqu'un qu'on connaît. Voilà, ça c'est un exemple extrêmement basique, mais après ça va être également la question des relations entre les avocats, les magistrats, la question des relations également entre collègues, la question d'être loyal également vis-à-vis des justiciables, des personnes que l'on juge, etc., etc. C'est tous ces principes éthiques et déontologiques qui sont aussi au cœur des compétences que l'on attend d'un magistrat. Et donc, bien sûr, s'inscrivant dans son environnement institutionnel, le magistrat est au cœur de la cité, il est au cœur de la société. Il n'est pas question de prendre des décisions qui ne s'inscrivent pas dans cette société-là. Donc, le magistrat doit être évidemment, bien sûr, à l'école, mais tout au long de sa carrière, à même de connaître dans quel contexte sociétal, environnemental s'inscrit son action. Donc, vous voyez bien que aujourd'hui, l'environnement judiciaire pose beaucoup de questions, notamment dans les médias. C'est important qu'un magistrat se pose les questions afférentes à tous ces sujets-là, que ce soit en termes institutionnels, déontologiques, politiques, économiques, écologiques, etc. Il faut bien sûr avoir connaissance du contexte dans lequel nos décisions interviennent. Alors, un mot rapide sur les compétences du magistrat, du coup. Je préfère cette slide parce que les autres sont quand même assez complexes. Donc, ce qu'on attend d'un magistrat, c'est de répondre à 4 piliers, j'allais dire, de compétences fondamentales. Il y a ce qu'on appelle le savoir-faire et le savoir-être. Donc, dans le savoir-faire, il y a bien évidemment le savoir-faire technique. Hein. Il ne s'agit pas, bien sûr, de méconnaître les règles techniques, procédurales et de droit qui s'imposent à nous. C'est simplement que ça ne suffit pas. Donc, c'est indispensable d'être un très bon juriste. Ça, c'est indispensable. Mais c'est nécessaire et non suffisant. Donc, en dehors de ces compétences techniques, il faut également aboutir à l'intégration de savoir-faire interactionnel, donc être capable de communiquer de manière pondérée, de manière claire, de manière fluide, d'être capable d'écouter de manière active, c'est-à-dire d'écouter tout en étant attentif au non-verbal et au verbal de ce que notre interlocuteur, que ce soit justiciable, prévenu, victime, collègue, avocat, etc., essaye de nous faire passer comme message. Et c'est également de savoir gérer les silences, de savoir interrompre une partie avec tact. Voilà, tout ça, c'est des choses que l'on a en soi, plus ou moins naturellement, et ou que l'on apprend et que l'on approfondit à l'école par tout un tas de techniques sur lesquelles Maxime reviendra tout à l'heure, notamment sur les simulations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le savoir-être interactionnel. Et vu qu'un magistrat passe quand même le plus clair de son temps à conduire des entretiens, le savoir-faire interactionnel est bien évidemment au cœur des compétences attendues d'un magistrat. Très clairement, moi, ce que je dis parfois à l'occasion des forums métiers, quand je vais dans des collèges, des lycées, des universités, c'est qu'en fait, si vous craignez la relation à l'autre, il ne faut pas être magistrat. Hein, il faut aimer les autres, il faut aimer être en relation et il faut quand même avoir un minimum de compétences interactionnelles parce que ça sera au cœur de votre métier. Ensuite, il y a le savoir-faire décisionnel. Donc, on revient sur quelque chose de très technique. Savoir trancher en présence donc de règles de droit. Bien sûr, du coup, connaître la procédure, savoir raisonner, savoir rédiger et savoir motiver une décision, puisqu'il ne s'agit pas de dire X a raison parce que Y a tort. Il s'agit bien évidemment de développer un raisonnement extrêmement rigoureux que l'on apprend à l'école et sur lequel Maxime reviendra également, qui nous permet d'arriver à une décision qui est juste ou en tous les cas conforme aux règles de droit et des intérêts en présence. En dehors du savoir-faire décisionnel, il y a le savoir-faire
organisationnelle. Bien évidemment, un magistrat se doit d'être extrêmement organisé. Il s'agit de savoir gérer son temps, puisque vous avez dû bien évidemment entendre depuis la tribune des 3000 et autres événements qui ont pu être communiqués dans les médias que les magistrats effectivement souffrent d'une charge de travail extrêmement importante parce qu'on a accumulé par manque de moyens depuis de nombreuses années, par manque de magistrats. C'est aussi pour ça qu'on recrute beaucoup, avec 1500 magistrats qui vont être recrutés d'ici 2027. Donc c'est énorme. On a enfin été entendu sur ce besoin qui devra continuer à être entendu encore pendant longtemps pour qu'on arrive à atteindre le niveau que doit avoir un état de droit. Mais en tout cas, les magistrats, effectivement, ont une charge de travail qui est extrêmement importante, qui est aussi liée à une judiciarisation très importante de la société et qui fait que les délais s'allongent, que les dossiers s'amoncellent et qu'il faut gérer, effectivement, les priorités. Donc, il faut savoir hiérarchiser les informations, gérer les priorités, organiser son temps et savoir, effectivement, comment gérer ses fonctions en étant le plus optimal tout en ne perdant pas la qualité, et c'est là la plus grande difficulté. Et puis enfin, le savoir-être professionnel. Donc la question de savoir se positionner, la question de savoir intégrer les règles éthiques et déontologiques, la question de savoir gérer ses émotions, ses propres émotions, mais aussi celles des autres. Quand on est magistrat, on est très souvent confronté à la violence, à la colère, à l'agressivité, à la tristesse, à l'effondrement des personnes que nous voyons face à nous. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce que je dis aussi très souvent aux étudiants que je rencontre, c'est pareil. Si vous voulez... Enfin, Maxime décrit son métier et je suis assez similaire dans la façon de décrire mon métier parce que nous sommes enthousiastes et nous sommes passionnés par ce que nous faisons. Mais très clairement, si on a peur de se confronter à la misère de la société, il ne faut pas faire ce métier non plus. Parce que, évidemment, notre quotidien, c'est de voir des gens qui sont en difficulté financière, qui sont dans une grande précarité, qui ont des vécus extrêmement traumatiques. Et ça, vous pouvez le voir dans toutes les fonctions, y compris dans les fonctions civiles, quand vous êtes juge d'instance, en tout cas juge des contentieux de la protection. Donc, il faut quand même avoir le cœur bien accroché et puis, c'est un métier de sens, c'est un métier de conviction, avec le sens qu'il faut y mettre aussi, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que tout seul, on va sauver la planète, mais juste qu'on va pouvoir y mettre la force qu'on a et l'intérêt qu'on a pour que la société aille un peu mieux. Mais voilà, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir parce que parfois, et moi il m'est arrivé de voir des auditrices de justice qui avaient pourtant fait le cursus déjà à l'école, hein, mais d'arriver en stage, qui m'ont dit mais en fait vos conditions de travail, moi je peux pas. La souffrance que je vois tous les jours, j'y arrive pas. Alors, c'est rare, hein, parce que généralement, comme disait Maxime, c'est quand même le fruit d'une réflexion profonde. Mais parfois, il y a un imaginaire qui, confronté à la réalité, on se dit, en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Donc, il faut quand même bien réfléchir à tout ça. Hein. Bon, je laisse la parole à Maxime, parce que je suis toujours trop longue. Sur les pôles de formation. Alors, sur les pôles de formation, ça symbolise en fait cette formation qui couvre, il y a beaucoup de choses, je parle beaucoup aussi. Vous avez du coup d'abord le pôle civil, on l'appelle le pôle civil, mais c'est le processus de formalisation. Bref, le pôle civil, où on apprend à écrire un jugement tout simplement. Comment on commence ? Comment on fait une synthèse des faits ? Comment on synthétise les conclusions ? Comment faire quand des conclusions, elles sont incomplètes ? Comment faire quand on nous évoque quelque chose, mais qu'on n'a pas l'article qui va avec ? Comment faire pour être efficace ? Pour terminer son jugement en 6 heures ou en 1 heure Tout ça, c'est le pôle de décision et de formalisation de la justice civile. Vous avez le pôle de justice pénale, c'est tout ce qui est la chaîne pénale. Donc au parquet, ça va être comment je prends mes réquisitions, comment je fais pour avoir les enquêteurs, qu'est-ce qui est important, comment je fais pour caractériser mes infractions, comment je fais quand j'ai plusieurs informations qui sont contradictoires, qu'est-ce que je privilégie, comment je fais pour aller vite, comment je fais pour survivre au TTR. C'est au pôle de justice pénale. Le TTR, c'est la permanence pénale, le traitement en temps réel. Vous avez peut-être déjà vu ça, les parquetiers qui sont avec leur casque et qui écoutent les comptes rendus des enquêteurs qui ont des infractions dont ils leur rendent compte. Voilà.
Vous avez le pôle humanité judiciaire parce que ce métier se fait en étant humain. Donc ça va être tout ce qui... C'est à la limite d'ailleurs de la philosophie, c'est qu'on va nous apprendre à réfléchir sur quel est le sens de notre action, comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait. Vous avez le pôle dimension internationale de la justice, ça correspond à ce qu'on a vu sur l'article de tout à l'heure. On rend des décisions dans un cadre institutionnel et international. Vous avez la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. Vous avez le pôle communication judiciaire parce que nous sommes dans un monde avec des médias et donc on est formé à comment on prend la parole au public, comment on explique nos décisions aux justiciables, et c'est là d'ailleurs, c'est ce pôle-là qui s'occupe des simulations, dont je parlerai après. Vous avez le pôle environnement judiciaire, en fait c'est le pôle qui s'occupe de tout ce qui est nos partenaires, la société dans laquelle nous sommes, donc c'est là qu'on va avoir les interventions de la police technique et scientifique. On a eu une magnifique conférence, juste 2 secondes. Imaginez que vous êtes dans cet amphi et que toutes les lumières sont noires et que vous avez la police qui vous explique qu'est-ce qui se passe quand ils découvrent un corps, pour faire en sorte de prendre les photos, pour faire en sorte de trouver le sang. C'est génial, c'est juste génial. Vous avez également le pôle administration de la justice, comment se passe dans un tribunal, tout ce qui est statistique, tout ce qui est traitement des moyens. C'est important parce que oui, on travaille pour le sens, on travaille pas... Avant je disais je travaille pas pour les stats, mais en fait les stats veulent dire quelque chose. Comment je fais pour piloter mon action? Comment je fais quand j'ai 120 dossiers à l'instruction et comment je fais pour traiter tel dossier? Tout ça, administration de la justice. Enfin, vous avez le pôle économique, social et environnemental parce que nous rendons nos décisions dans une société. Donc, on a des liens avec l'économie et c'est dans ces pôles-là qu'on va avoir, par exemple, des ateliers comptabilité. Comment faire pour voir un bulletin de salaire? Comment faire pour tirer des informations? Alors, depuis la promotion 2022, donc ma promotion l'a eu aussi, vous avez ce qu'on appelle le pôle le tronc commun. C'est-à-dire ça va être des modules en e-learning qui sont suivis par nous, mais également par l'INSP, ce qui est en place l'ENA. Et l'idée, c'est d'avoir que tout le monde suive la même chose, les mêmes valeurs du service public. Donc vous avez les valeurs de la République, les valeurs de la transition écologique, les valeurs numériques. C'est vraiment que pour tous les agents de l'État, aient les mêmes valeurs et la même formation. Et ça se passe à l'école, de façon à distance, mais aussi lors de nos journées de tronc commun. Quelle pédagogie? Donc, vous avez plusieurs formats. Donc, vous avez ce format conférence. Alors, conférence, pas comme à la fac. La première phrase que chaque intervenant fera, c'est souvent écoutez, cette conférence, elle est interactive. N'hésitez pas à poser des questions. Ils le disent tous et à chaque fois, on pose des questions. C'est à partir de ces questions qu'ils créent leur conférence, finalement. Vous avez les directions d'études. Alors, les directions d'études, c'est un peu comme des TD. C'est 18 à 19 personnes que vous allez voir toutes les semaines, 2 à 3 fois par semaine. Donc, on finit par les apprécier. Moi, forcément, mon groupe était génial parce qu'on était la meilleure des évidemment. C'est des gens avec qui on va faire des simulations, donc on va se partager les rôles, on va se partager vraiment les moments qui sont durs, les moments où vraiment on en a ras-le-bol, les informations. Et vous avez enfin les ateliers, ça va être vraiment des petits moments après les conférences, par exemple, conférence sur la conciliation. On va avoir un petit atelier avec une conciliatrice qui va nous mettre en scène pour faire une conciliation. Et enfin, les simulations d'audience, des grands moments où on a envie de mourir avant de passer, parce qu'on est filmé, parce qu'on joue sur un vrai dossier et qu'on pense qu'on joue notre vie alors qu'on ne joue pas notre vie. Et nous, on a envie de mourir après parce qu'on a ce retour. Mais c'est fondamental. C'est sur ces simulations que j'ai le plus progressé, je pense. Parce que forcément, on se lance avec ce qu'on pensait faire. Après, on a le retour et on se dit, c'est vrai qu'effectivement, sur ce coup-là, j'ai été un peu sec. Et quand on arrive en stage, on se souvient de notre simulation, on dit et le progrès, franchement, entre la première simulation à instruction et la dernière simulation, tous mes camarades m'ont dit Maxime, tu es une autre personne. Vraiment. Et sur ces simulations, c'est un peu comme des ateliers de théâtre finalement, où les auditeurs de justice jouent tour à tour, enfin tour de rôle en tout cas, le rôle du prévenu, de la victime, ou des parents si on est devant le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants, de l'enfant éventuellement, etc. Et puis il y en a un qui joue le rôle du procureur, le cas échéant, du juge. Je crois qu'il va falloir qu'on termine pour vous donner les questions. De toute façon, tout ça, on en a parlé. Je crois qu'on peut passer désormais au tour de questions. Si vous en avez, nous répondrons bien volontiers à tout ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, il faut profiter d'être là. Oui ? Comment ça s'organise ?
Alors, Qui choisit les sites de stage ou Qui choisit? les sites de stage ou les endroits de stage? Ah, bon, vous laissez. alors ça me permet de parler d'un grand principe de l'ENM, le choix. En fait, on se choisit nos stages, mais comme on est énormément, ce qui se passe, c'est enfin, la promo 2019 a inventé un algorithme, et nous, on l'utilise toujours. Donc, on a fait 6 à 7 choix différents en fonction des villes, et après, l'algorithme nous a répartis. Moi, j'ai eu mon premier choix, je suis à Meaux. Certains ont eu leur dernier choix. Ce qu'il faut savoir finalement, c'est que sur ces choix, quand on rentre à l'école, on nous le dit. Avant de rentrer à l'école, on nous le dit. Être magistrat, c'est être mobile. Être magistrat, c'est être mobile dans ses fonctions, c'est être mobile dans le lieu. Donc, finalement, quand on a la conférence sur les stages, il nous dit, vous l'avez dit forcément lors de votre grand oral, vous l'avez dit dans vos entretiens, donc on ne veut pas entendre c'est trop loin. Surtout que c'est vous qui faites les choix. Donc, c'est un peu difficile parfois de se dire, alors, moi j'avais fait Meaux, Donc on peut faire Paris, pardonne-moi, on peut faire un stage de 3 mois alors non. dans le sud, dans le... Non? Non, du coup, on a le stage avocat de 3 mois, donc il faut choisir du coup une ville. On a ensuite le stage de 10 mois, il dure 10 mois, il faut choisir une autre ville. On a ensuite un stage extérieur, il dure 1 mois, il faut choisir une autre ville. Alors, pour ma promo, ça se passe là où on fait le stage juridictionnel. Vous avez plein de stages d'ailleurs qui se passent là où je fais mon stage juridictionnel. Mais on ne peut pas choisir par exemple de faire, je sais pas moi, 3 mois de juge d'instruction à Paris, 2 mois de parquet à Meaux, 3 mois de JAF. Tout se passe dans la même juridiction. En fait, pour reprendre les choses, pour être très clair. Donc vous rentrez, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vais essayer de passer le micro. Voilà, tout va bien. Donc, vous commencez là, vous êtes à Bordeaux. D'accord. Ensuite, là, vous partez en stage. Donc là, ce sont les stages extérieurs au départ. Ouais, stage avocat, 3 mois. Donc là, vous faites un vœu pour voir où c'est que vous voulez l'effectuer. D'accord. Ensuite, vous retournez là à Bordeaux. D'accord. Là, vous partez en stage juridictionnel. Là, c'est parti pour 10 mois à peu près. C'est là où Maxime vous parle de l'algorithme. Donc, vous allez faire 6 vœux, 6 à 7 vœux. Et c'est des vœux. Donc, effectivement, si vous voulez à Toulouse, peut-être qu'il y aura aussi dans vos vœux Castres, Albi, Avignon, etc. Et puis peut-être que finalement, ça sera le dernier vœu Aurillac. D'accord. Voilà. Exemple au hasard, je suis d'Aurillac. Donc, je le dis en toute... voilà. Ensuite, choix des postes. OK. Et là, choix des postes, pour le coup, c'est pas l'algorithme, là. Décidément. La promo, il y a un choix. Voilà, vous vous entendez, mais c'est quand même aussi sur le classement. Et donc là, si vous êtes... il faut être clair, hein. Si vous êtes de Toulouse, risquez de vous retrouver à Dunkerque. Faut le savoir, ça. Faut être clair sur... je veux dire, on n'est pas dans le privé où on va postuler dans un cabinet d'avocats dans telle ville. Là, il faut savoir qu'au moins, pendant les 31 mois de formation, on alterne entre des périodes à Bordeaux, des périodes de stage où on ne sera pas forcément là où on voulait être. Et ensuite, une fois qu'on a pris notre poste, on a minimum 3 ans, c'est un socle minimal, pour être dans la juridiction dans laquelle on atterrit en fonction de notre rang de classement. Donc... il y a des gens qui partent outre-mer aussi. Moi, dans ma promotion, il y a des gens qui ont dû partir à Cayenne. Je veux dire, il faut être... nous sommes très enthousiastes, mais il faut aussi être au clair sur les réalités. C'est le service public et on ne signe pas pour être magistrat à Aurillac, ce qui est formidable, ou à Lyon, mais on signe pour être magistrat en France, métropolitaine ou outre-mer. Voilà. Après, au fur et à mesure de notre carrière, on fait les choix, personne ne va nous obliger, voilà. Mais quand on sort d'école, effectivement, c'est la règle du jeu. Voilà. Oui. C'est toujours le cas. Okay. Bien sûr, ça fait partie de l'environnement judiciaire et des partenaires indispensables avec lesquels nous devons travailler. Donc, pendant la période de stage, qui est différente de la période de stage juridictionnel. Le stage juridictionnel, c'est vraiment, j'allais dire, le socle le plus important où on va apprendre notre métier. Mais avant ça, donc, il y a 3 mois de stage avocat. Et puis, il y a également stage police, gendarmerie, commissaire de justice et puis pénitentiaire où effectivement on intègre une maison d'arrêt ou un centre de détention pendant 15 jours et on est assimilé à un surveillant avec l'habit de surveillant, etc. Pour avoir une idée des conditions de détention et puis de comprendre surtout l'impact et les conséquences des décisions pénales qu'on serait amené à prendre.
Ok, et par rapport du coup à votre schéma, ça se passe quand à peu près? Alors, du coup, pour notre promo, ça a été changé. Ça se passe pendant un stage juridictionnel. Dans mon planning, en fait, je vais aller dans un établissement pénitentiaire en juillet et j'aurai mon stage d'enquête en janvier. Donc, En ce moment, ça se passe là, ça se passe au début ou pendant le stage juridictionnel. Ouais. Oui. Oui. Alors, les principales incompatibilités, là aussi, hein, c'est de la déontologie assez évidente, mais qui convient de rappeler. C'est qu'effectivement, si vous avez exercé en tant qu'assistant de justice, attaché de justice, greffier, avocat, dans une juridiction, vous n'allez pas pouvoir y retourner avant un délai de 5 ans. D'accord. Après, on trouve toujours, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'attachés de justice ou d'anciens assistants de justice qui intègrent les promotions. Donc, en fait, on joue avec les cours d'appel limitrophes. Hein, voilà. Donc, c'est ça. L'idée, c'est que vous ne pouvez pas être au contact de magistrats qui seront vos maîtres de stage avec qui vous avez déjà travaillé. Si l'on souhaite effectuer des détachements pendant notre carrière, notamment travailler comme conseiller au sein d'institutions européennes ou en ambassade, comment on peut développer cette compétence européenne et internationale au cours de notre parcours de magistrat? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, Maxime, donc, il existe effectivement des enseignements qui relèvent des pôles de la justice européenne et internationale. Ce qui est certain, c'est que durant les premières années de fonction, vous allez quand même vous concentrer sur déjà le métier de magistrat, j'allais dire, dans son environnement français. Mais après, il existe effectivement, par le biais de la formation continue, qui est donc délivrée ici à l'École nationale de la magistrature à Paris, il existe un certain nombre de formations en lien avec l'international. Déjà, d'un point de vue assez basique, il y a des formations de langue. Il y a également des formations sur l'environnement institutionnel, qu'il soit européen, international. Et puis, il y a la possibilité également d'exercer des stages en lien avec le réseau européen de formation judiciaire, notamment. Par exemple, moi, il m'est arrivé... typiquement, moi, j'ai fait mon stage avocat quand j'étais auditrice de justice. Je l'ai fait dans un cabinet d'avocats en Espagne. Et avec le réseau européen de formation judiciaire, je suis également partie 15 jours pour découvrir comment les magistrats espagnols travaillaient. Ça permet, voilà, au moment de l'école également, il y a des stages internationaux qui sont possibles et donc vous pouvez aller dans un pays étranger pour connaître un petit peu comment s'exercent les fonctions de magistrat dans d'autres pays. Et pour répondre plus exactement à votre fonction du coup sur l'avenir, hein, dans le cadre d'un détachement, donc oui, il existe, moi autour de moi, j'ai un collègue par exemple qui a été détaché à Eurojust, à la Cour pénale internationale, voilà. Et donc du coup, c'est à vous, au fur et à mesure de vos formations continues, de vous forger, j'allais dire entre guillemets, un plan de carrière et de faire en sorte que lorsque des détachements se présenteront à vous, enfin des postes seront diffusés dans le cadre d'appels à candidature, de vous positionner en fonction du profil que vous aurez acquis. Il existe aussi, alors c'est pas à proprement parler un détachement, mais des postes de magistrats de liaison, c'est-à-dire que dans chaque pays, il existe un magistrat qui est dans l'ambassade de France dans le dit pays et qui du coup est chargé des liens de coopération, qu'elle soit civile ou pénale, avec la France et l'État dans lequel il est installé. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si vous avez répondu à ma question, merci beaucoup. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend, mais en fait, j'ai une question par rapport au moment de la formation, pas tellement en lien avec l'école, mais plus sur le logement. Comment on s'organise pour tout le long, vu qu'on bouge énormément en très peu de temps? Alors, très sincèrement, c'est l'entraide. Vous avez un groupe Facebook qui s'appelle Auditeur Airbnb. On se refile les appartements d'auditeur en auditeur. Sinon, c'est la recherche, notamment les 3 semaines à Bordeaux.
On recherche l'appartement pour du coup la période qui arrive après. Lorsqu'on est à Bordeaux, on recherche l'appartement pour le stage qui arrive après. Lorsqu'on est au stage, on recherche l'appartement pour Bordeaux. Lorsqu'on est de nouveau à Bordeaux, on recherche l'appartement. C'est une recherche sans fin. On devient meilleur en fait. À force de chercher, on finit par trouver de plus en plus vite. Mais n'ayez crainte, quand vous dites à vos bailleurs, auditeurs de justice, je vais à l'ENM, ça passe. Vraiment, ça passe. Ok, merci beaucoup. Puis pour les périodes plus courtes comme la préparation aux premières fonctions, il y en a beaucoup aussi qui font de la colocation. Voilà, mais il a existé un temps, que je n'ai pas connu, où en fait les auditeurs de justice étaient logés. Ouais, mais ça n'existe plus. Oui, une dernière question ? Allez, la dernière question. Pas de dernière question. Bah, c'est formidable. Impeccable. Bah, merci de votre attention.